Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast, nous allons poursuivre notre conversation autour du roman de Yasmina Khadra, À quoi rêvent les loups, roman publié en 1999 et qui évoque les années noires, les années du terrorisme algérien. Alors si on revient sur le titre, il ne s'agit pas d'une question, mais bien d'une affirmation. À quoi rêvent les loups? On peut se poser la question de savoir qui sont les loups, parce que pour l'imam Younes, celui qui va entraîner le personnage principal, Nafa Walid, qui va contribuer à sa radicalisation, les loups, ce sont les nantis. Mais pour Nafa Walid, lorsqu'il sera devenu ce militant, ce combattant islamiste, les loups, ce seront, ses homologues. Alors, est-ce que c'est un ouvrage pessimiste? Pessimiste au plus haut point, sur la perte d'humanité, parce qu'on a vu que lorsqu'ils sont radicalisés, ces jeunes, ils ne reculent devant rien. Alors, déjà, rappelons que cette métaphore du loup, c'est une référence certainement à Hobbes, qui disait que l'homme était un loup pour l'homme, donc cette espèce d'état de guerre permanent entre les individus et auquel normalement une société doit mettre un terme, ou en tout cas ou une sorte de contrat social doit apaiser ces tensions. Du coup, on voit bien que ce livre, en montrant cette férocité dans les relations sociales, dénonce la responsabilité d'un modèle social où les inégalités sont tellement criantes, tellement visibles et insultantes que ça ne pouvait mener qu'à cette explosion de violence qu'ont été ces années de terrorisme. Donc il y a ici toute une analyse, on va dire, sociologique de la guerre civile et de son déclenchement. Le terreau, c'était cette Alger et Algérie, mais il y a cette page où il décrit Alger comme une sorte de femme malade, de prostituée pleine de vices, et ces vices, c'est effectivement la coexistence, la juxtaposition de niveaux de vie terriblement différents, et où on va voir effectivement cette métaphore filée du loup cruel et insensible être utilisée pour décrire le comportement des Rajas, donc les personnes très riches chez qui Nafa Walid officie comme chauffeur dans la première partie du livre, et où on voit qu'il le traite effectivement comme un moins que rien. Il y a même la jeune fille dans la famille qui va l'utiliser sexuellement pour se venger d'un amant qui l'a maltraité. Donc quelque part, Nafa Walid se retrouve d'une certaine façon violée à plusieurs niveaux, physiquement, sexuellement, mais aussi moralement et dans toute l'estime qu'il a de lui-même, puisque lui qui se voyait acteur en quête de gloire se fait traiter comme le dernier des derniers par ces gens qui sont puissants, qui sont riches, alors que moralement ils sont extrêmement pauvres, puisque c'est effectivement chez les Rajas qu'une jeune fille elle fait une overdose. Mais elle est tuée et on se débarrasse du corps, mais de la façon la plus immonde, la plus inhumaine qui soit. Ce qui va choquer Nafa Walid et provoquer son départ de ce poste pourtant très lucratif. Absolument. Donc les loups, ce sont clairement effectivement les nantis, mais pas seulement, puisque finalement il va aller d'un loup à l'autre. Ce mouvement du fils, comme tu le disais la dernière fois, finalement on parle assez peu de religion, c'est une guerre pour le pouvoir qui s'y livre. On va voir les personnages influents et puissants au début, quasiment tous ils vont connaître une fin plutôt mauvaise, voire fatale, avec des renversements de pouvoir, où chacun va essayer de tirer la couverture à son propre compte. Donc les loups, ce sont aussi eux, et ce sont... Alors, est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu pires que les nantis, qui quelque part se
sont inhumains mais de manière affichée et décomplexée, alors que ces loups islamistes, eux, prennent l'image de l'humanité, de la charité, mais finalement se comportent de manière tout aussi cruelle et inhumaine. Je pense par exemple au moment où Nafa fait le voyage pour aller dans le maquis. Il est guidé par un vieux de la vieille, Salah d'Indochine, et il demande l'aide d'un villageois dans la campagne pour les guider. Donc le villageois et sa famille les accueillent très aimablement, leur donnent le peu qu'ils ont pour les sustenter, et à la fin du trajet, Salah tue le guide en disant la consigne, c'est de ne laisser aucun témoin. Donc là aussi, il y a une barbarie, mais peut-être plus vicieuse, plus larvée, parce qu'elle est cachée. Exactement. Alors les personnages féminins dans ce roman, moi je trouve qu'il y a alors des personnages féminins effacés, autrement il y a certains personnages féminins, donc les épouses des islamistes, qui sont alors vraiment des personnages absolument monstrueux. Oui, alors la question des personnages féminins, elle rejoint, je pense, les débats que la France connaît depuis déjà quelques dizaines d'années sur le port du voile, la femme qui serait victime dans la religion musulmane de toutes les prescriptions qui l'oppressent. Donc là, je pense que de manière d'ailleurs un peu didactique, les personnages féminins sont là pour montrer des femmes qui sont effectivement victimes. Et là, on peut penser à ce personnage de Hanan qui est la sœur d'un intégriste et qui va être assassinée par son propre frère parce que elle a participé à une manifestation où elle revendique quelques droits, surtout que Hanan, c'est une jeune fille qui, elle, a de l'instruction, qui a poussé ses études plus loin que son frère, qui est devenu un cadre dans la société algérienne, mais à la maison, c'est l'enfant mâle, donc son frère, Nabil, si je me souviens bien, qui estime avoir toute autorité sur les femmes de la maisonnée. Et donc, quand il va voir cet acte de rébellion, une rébellion toute mesurée, eh bien, il ne va pas le supporter et il la poignarde en pleine rue. Voilà, donc elle est du côté des victimes, et on a pas mal d'autres femmes qui peuvent apparaître comme des victimes, mais comme tu l'as dit, on a aussi des femmes qui sont du côté des extrémistes. Il y a Hind, la femme de Sofiane, et Zoubeda, un peu plus tard, qui sont toutes les deux des femmes très intransigeantes, peut-être plus rigoristes même que les hommes, ce qui là aussi rejoint cette question. Les femmes ne sont pas que victimes de l'islamisme, il y en a aussi qui en embrassent les croyances tout aussi fortement que les hommes, et même peut-être plus fortement, parce que ça les rend effectivement particulièrement inhumaines, et Zoubeda est carrément monstrueuse. Elle représente une espèce de femme tentatrice, celle qui va d'ailleurs pousser Nafa à commettre vraiment la pire des atrocités, à savoir le meurtre d'un enfant. Absolument, absolument. C'est un personnage là où on voit que pour ce personnage, la religion n'a aucune espèce d'importance, et que c'est uniquement la question du pouvoir en soi, pouvoir sur les autres, bien évidemment. Et alors cette scène que tu évoquais, elle précède la dernière scène, la scène finale, qui est au début du roman, puisque le roman est écrit dans la rétrospective. Et moi, ce premier chapitre, je ne peux cesser d'y penser, car je trouve qu'on y voit des accents camusiens. Il y a des passages qui m'évoquent L'étranger de Camus, à savoir le moment où Meursault est sur le point de commettre le crime, de tuer cet individu qu'il appelle l'Arabe, qui n'a pas de nom. Et je trouve des similarités entre les deux passages. Alors, si on les lit de plus près, si on relit L'étranger de plus près et qu'on fasse une comparaison avec À quoi rêvent les loups, il y a une intertextualité évidente avec Camus. Alors, dans L'étranger, il y a la question du hasard, la question du soleil, la chaleur. Donc, il y a une causalité qui est quand même assez claire, même si elle relève du
hasard, j'allais dire, météorologique. Mais ici, quelle serait la dimension inexorable? Oui, je pense qu'ici, c'est une façon de s'inscrire dans la lignée de romans ou d'œuvres qui ont traité du passage à l'acte dans une forme d'engagement terroriste. Donc on peut penser évidemment donc à Camus à ce moment-là, même si là dans l'étranger c'est pas un acte terroriste qu'il fait, mais s'arrêter comme ça sur cette décision de prendre la vie de l'autre ou pas. On le voit par exemple au début de La condition humaine de Malraux. On le retrouve également dans des œuvres, Les Justes de Camus, ou chez Sartre, Les Mains sales. Cette question de l'engagement qui doit aller jusqu'à tuer une personne. Donc une sorte de rencontre entre de grandes idées et puis des actes, on peut dire sales, qui sont la conséquence de ces grandes idées. D'accord. Alors, l'écriture de Yasmina Khadra, c'est aussi une écriture qui a absolument retenu notre attention, parce que c'est une écriture, j'allais dire, moi, un petit peu machiste. On a le sentiment d'un auteur qui accumule les faits, on est dans l'action. C'est un travail de l'écriture qui n'est pas, très très élaboré. Ça relève un petit peu du protocole ou du reportage. Et donc, c'est une écriture qui fait de l'effet. Oui, alors machiste, je sais pas, pour quelqu'un qui a pris les noms de son épouse comme pseudonyme littéraire, je crois qu'il est assez sensible à la cause des femmes. Mais effectivement, on est face à une écriture qui peut être nerveuse, moi je dirais plutôt comme ça, nerveuse, qui tire du côté du protocole, du procès-verbal parfois, où on va voir les faits qui s'enchaînent. Et moi, c'est ce que j'ai effectivement apprécié, c'est ce côté presque engrenage, mécanique, où on va voir comment petit à petit la situation ne cesse d'empirer. Et une mécanique où tous les rouages ne sont pas seulement du côté du mouvement islamiste, parce qu'on voit que finalement les décisions de l'État, les actions de l'armée ont aussi poussé dans l'intégrisme un certain nombre de personnes. Donc on voit bien qu'il y a ici toute une mécanique que cette écriture cherche à nous faire voir avec des rouages assez clairs. Ce serait peut-être parfois du côté du reportage. On nous met bien... il est très informé, donc on a toutes les forces en présence. On sait qu'il n'y a d'ailleurs pas que le fils, qu'il y a d'autres mouvements qui s'en détachent. On a donc une vision, je crois, assez claire d'une situation qui était, elle, très complexe, ce qui ne l'empêche pas, à certains moments, d'avoir quelques envolées lyriques. On a quand même, dans ce roman, toute une place accordée aux personnages des artistes, avec Sid Ali, qui va être victime de ces mouvements intégristes, il va être assassiné, mais justement, c'est quelqu'un c'est un poète populaire, c'est le chantre de la Casbah, et d'une certaine façon, il joue un peu un rôle de contre-pouvoir. Bon, il va perdre, mais il joue un peu un rôle de contre-pouvoir face à cette vision très réductrice de l'islam qu'on appelle donc l'islamisme. Lui va chanter d'autres valeurs plus poétiques. C'est lui qui va essayer de dire que à Nafa Walid que la seule chose qui compte vraiment, c'est sa vie, et non pas toutes les promesses de l'au-delà qu'on peut lui mettre sur la table, mais pour l'amener finalement à se sacrifier à des causes qui ne sont pas celles qu'on croit. Exactement. Alors c'est un roman qui nous a séduits, en dépit du fait qu'il ait été publié à la fin des années 90, parce qu'on y retrouve quand même une dimension universelle, celle de la radicalisation. Or, il se trouve qu'il y a quelques semaines, nous avions travaillé sur un roman de Kawther Adimi. Donc Kawther Adimi et Yasmina Khadra, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux algériens, mais il y a plusieurs décennies qui les séparent. Et moi, je me souviens que quand nous avions travaillé sur le roman Les Petits de décembre de Kawther Adimi, qu'il avait été question d'anciens militaires, de généraux qui s'intéresseraient de plus à la politique. Alors, est-ce qu'on pourrait voir ici, avec le recul, peut-être
une critique ou un conflit de génération entre deux auteurs que séparent une trentaine d'années? Eh bien, peut-être. Là, je n'ai pas entendu de déclaration explicite de Quater Adimi à ce sujet, mais comme tu l'as dit, effectivement, dans son roman, on trouve ces militaires qui se vantaient d'être partis à la retraite volontairement. Je crois que c'est le cas de Yasmina Khadra, donc peut-être qu'il y a ici une allusion, et dans le roman de Quater Adimi, ce militaire, c'était quelqu'un qui se montrait assez critique face à l'État algérien, mais qui en même temps ne passait pas vraiment à l'action, contrairement aux petits, aux enfants, qui eux ont tout de suite réagi plus concrètement face à l'injustice. Oui, alors bon, ce serait justement sans doute aussi une injustice de porter un jugement ici sur ce point, alors ce serait totalement hors contexte, mais Surtout qu'on n'en est absolument pas sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Absolument, ce n'est qu'une hypothèse. Une chose est certaine, ce roman de Yasmina Khadra va nous inviter à en revoir d'autres, car c'est un auteur réellement très prolifique. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. Et à la prochaine fois.